Vous écoutez un balado signé Parc Canada. This podcast is also available in English. Imaginez que vous remontiez le temps jusqu'à l'an 1022. Vous êtes sur le sommet froid et venteux d'une montagne et vous contemplez la nature sauvage qui s'étend à perte de vue. Vous continuez d'enfoncer vos racines profondément dans le sol et tendez vos aiguilles vers le soleil. Et oui, vous êtes un arbre, un jeune pin à écorce blanche qui s'installe confortablement pour voir défiler les 1000 prochaines années. Il est difficile d'imaginer vivre aussi longtemps et d'être témoin d'autant de changements. Mais certains pins à écorce blanche des Rocheuses canadiennes ont plus de 1000 ans. Ces arbres incroyables sont la vedette de l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue à Interaction, un balado de Parc Canada. Préparez-vous à découvrir le pin à écorce blanche, des graines de super aliments, un champignon de la même couleur que le Kraft Dinner et bien plus encore. Je crois que c'est leur capacité à prospérer et à survivre dans des régions rocailleuses et noueuses. Le fait qu'ils peuvent pousser sur ces crêtes, sur ce terrain accidenté, c'est l'une des choses que je préfère de ces pins. On vient d'entendre Alison Fisher, agente de gestion des ressources à Parc Canada. Elle participe au rétablissement des populations de pins à écorce blanche dans les parcs nationaux Banff, Yoho et Kootenay. Alison, qu'est-ce qui vous a donné envie d'axer votre travail sur le pin à écorce blanche et de l'étudier? Je peux donc dire que je cultive une relation solide avec la terre et je veux contribuer à sa protection. J'ai souvent eu l'occasion de participer à des activités gratifiantes, notamment à des travaux liés aux espèces en péril comme le pin à écorce blanche. On mène des activités de restauration actives pour veiller à ce que les espèces puissent contribuer à faire partie de notre écosystème. Nous tenons à ce que le pin à écorce blanche survive parce qu'il s'agit de ce que l'on appelle une espèce clé de voûte. En fait, clé de voûte est un terme ancien désignant la pierre placée au centre d'une voûte qui maintient les autres pierres en place. Ainsi, les espèces clés de voûte maintiennent la cohésion des écosystèmes. Les liens qu'elles ont avec de nombreuses espèces végétales et animales sont particulièrement importants. Le pin à écorce blanche joue réellement de nombreux rôles dans l'écosystème. Ces graines fournissent des nutriments à des animaux tels que les oiseaux, les écureuils, mais aussi les ours. De plus, ce pin contribue à la stabilité du sol. Il limite et régule la fonte du manteau neigeux. Comme il fournit beaucoup d'ombre, la neige ne fond pas d'un seul coup et n'entraîne pas d'inondation dans la vallée. Il fournit un habitat à certains animaux et à certains oiseaux. Comme Alison l'a mentionné, le pin à écorce blanche soutient d'autres organismes, notamment en produisant de grosses graines savoureuses, pleines de protéines et de graisses. Celles-ci sont une source de nourriture essentielle pour le casse-noix d'Amérique. Mais cet oiseau intelligent ne se contente pas de manger les graines. Il rend aussi un grand service au pain à écorce blanche. Les casse-noix récoltent ces graines à la fin août et au début septembre. Et ce qui est vraiment particulier, c'est qu'ils recueillent beaucoup de graines à la fois. Ils vont de cône en cône et d'arbre en arbre en un seul voyage. Ils ouvrent les écailles et prennent les graines, qu'ils stockent ensuite dans leur poche sublinguale, qui est une poche en expansion située sous leur bec. Une fois la poche remplie, ils s'envolent et cachent les graines dans un autre endroit. Et ils cachent les graines dans le sol, à quelques centimètres de profondeur. Ils feront plus tard des allers-retours jusqu'à leur cache pour manger les graines. Les graines qu'ils ne mangent pas peuvent finir par germer, ce qui fait qu'en l'espace d'un an ou deux, on peut commencer à avoir des semis germés. Vous pouvez donc parfois avoir une dizaine de semis qui sortent du sol en même temps. Et ça fait partie de la réponse à la question « Comment est-ce que tous ces plants se sont retrouvés là? » C'est grâce à un oiseau. Des millions de personnes visitent les parcs de montagne chaque année. Un simple geste, comme cueillir une fleur, peut avoir des conséquences durables sur l'écosystème s'il est maintes fois répété. Pour protéger ces trésors naturels et culturels, laissez derrière vous vos découvertes pour que les autres puissent en profiter à leur tour et restez sur les sentiers désignés en tout temps. Vos gestes comptent. Quand vous quittez un parc national, laissez derrière vous un endroit sauvage. Informez-vous à parccanada.ca/la loi de la faune. Je vous recommande vraiment, si jamais vous vous retrouvez dans un habitat de pin à écorce blanche à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre et que vous entendez des cris du casse-noix d'Amérique, de vous asseoir confortablement à quelque part et d'observer cet oiseau. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut réellement voir sa poche grossir.
Ensuite, il s'envole pour aller cacher ses graines et il revient. J'ai suivi les conseils d'Allison, je suis tout à fait d'accord. Il est très amusant d'observer le travail d'un casse-noix d'Amérique. Si vous pensez que cette relation entre les oiseaux et les arbres est surprenante, imaginez si on y ajoutait des ours. Voici une histoire de Charlie McClellan, spécialiste du feu et de la végétation à Parc Canada. Je faisais une randonnée avec mon père au sud du parc Kootenay. On a vu un grizzly et on l'a observé avec des jumelles. On pouvait voir la mère au sommet d'un pin à écorce blanche qui jetait des cônes à ses oursons. Ils se bagarraient pour avoir les cônes. Et à un moment donné, même les oursons ont grimpé dans l'arbre et mangé des cônes. C'était vraiment cool de voir ça. Je me demande si le pain à écorce blanche, même ici dans l'est de la Colombie-Britannique, n'est pas plus important que les grizzlies que certaines recherches antérieures le supposaient. Il y a tellement d'interactions intéressantes entre le pain à écorce blanche et d'autres composantes de l'écosystème. Mais on risque aussi de les perdre. En 2012, le pain à écorce blanche a été inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition de la loi sur les espèces en péril. C'est le seul arbre en voie de disparition dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Il est important de connaître les principales menaces qui ont provoqué le déclin du pin à écorce blanche. Il s'agit avant tout de la rouille vésiculeuse du pin blanc, un champignon pathogène introduit d'Asie au début du 20e siècle. Un autre facteur important est la suppression des incendies au fil du temps. Un troisième est le dendroctone du pin panderosa. Enfin, les changements climatiques sont le quatrième facteur. Alors, que fait Parc Canada pour aider le pin à écorce blanche en ce moment? Bon nombre de nos mesures de gestion tiennent compte de ces quatre principales menaces. L'une de ces mesures consiste à planter des semis de pin à écorce blanche qui présentent une résistance à la rouille vésiculeuse. Et ça, en soi, ce n'est pas une mince affaire. En général, c'est un processus qui dure au moins 2 ans. Tout d'abord, on fait un relevé des peuplements, on se rend au secteur, puis on inspecte au moins 100 arbres dans le peuplement pour avoir une idée de sa santé. Allison et son équipe sont toujours à la recherche des signes d'une infection par la rouille vésiculeuse du pin blanc. Il y en a plusieurs qui indiquent qu'un arbre est atteint. Un signe facile à reconnaître est le rougissement. C'est lorsqu'une branche entière de l'arbre est couverte d'aiguilles rouges et mortes. Un autre indicateur est le dépérissement terminal. Ça signifie que la cime d'un pin à écorce blanche est morte. Et c'est dans la cime que les cônes sont produits. La cicatrice de la rouille vésiculeuse est un autre signe. Vers la fin juin et au début juillet, on voit apparaître cette rouille vésiculeuse orange, une couleur qui rappelle celle du Kraft Dinner. C'est vraiment dégoûtant. La rouille est sucrée et on peut voir les rongeurs la manger. Il y aura une grande cicatrice sur l'arbre, donc si le taux d'infection par la rouille vésiculeuse est élevé dans un peuplement, peut-être 80 arbres sur 100, on inspecte les 20 arbres en santé pour déterminer s'ils conviennent à la collecte de cônes. Puis, si c'est le cas, on met une cage autour de ces cônes. Les cages sont faites de grillage et je trouve que lorsqu'elles sont attachées aux branches, elles ressemblent un peu à des mitaines bizarres pour les arbres. Mais surtout, ces cages empêchent les animaux de manger les cônes. Des fois, il est possible d'installer les cages à partir du sol, mais il faut souvent grimper dans les arbres. En fait, on a été formé par des arboriculteurs. Quand on arrive sur place, on commence par déterminer s'il est possible de grimper dans l'arbre en toute sécurité. On vérifie s'il y a des dangers autour de l'arbre et à quelle hauteur il faudra grimper dans l'arbre pour accéder aux cônes. On doit grimper une fois au début de la saison, puis une autre fois vers la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre pour ramasser les cônes. Et quel serait un bon rendement pour un arbre en cônes et en graines? Certaines années, on récoltait de 60 à 100 cônes sur un seul arbre. Chaque cône contenait de 40 à 60 graines. Donc, ça fait beaucoup de graines en un an. Comment réussissez-vous à sortir les graines et est-ce un travail vraiment collant? C'est tellement collant. Le vrai truc, c'est de laisser les cônes reposer et sécher pendant plusieurs semaines. On peut les ouvrir avec les mains lorsqu'ils sont secs. Les graines extraites sont ensuite envoyées à différents endroits, comme des banques de semences ou des pépinières. En pépinière, il faut environ 2 ans pour que les graines deviennent un semis. Certains des semis feront l'objet de tests afin de déterminer leur résistance aux champignons de la rouille vésiculeuse, tandis que d'autres retournent dans les parcs nationaux pour commencer une nouvelle vie. Allison, quel effet cela fait-il d'avoir ces semis en main?
C'est super. Je dirais que c'est encore mieux quand la journée est terminée, que tous les semis sont en terre, on peut relaxer et respirer un bon coup. C'est un sentiment incroyable. Et c'est plutôt cool d'avoir entre les mains un semis qui provient de graines qu'on a récoltées 2 ans plus tôt. Les brûlis restants sont des endroits propices à la plantation des semis. Les conditions du sol sont idéales et le pain à écorce blanche pousse vraiment bien dans les lieux ouverts et ensoleillés. Ce type d'habitat était courant autrefois dans les parcs nationaux, mais la suppression des incendies a changé la donne. Auparavant, à haute altitude dans les Rocheuses, il y avait un régime des feux dans lequel il y avait ce qu'on appelle une intensité mixte. Certaines zones brûlaient très fort, d'autres ne brûlaient pas du tout. Ça crée une véritable mosaïque de parcelles et le pain à écorce blanche a évolué pour l'occuper. Et c'est lié à son association avec le casse-noix d'Amérique. Ainsi, le casse-noix d'Amérique vole d'un endroit à l'autre et dépose les graines dans le sol en vue de les déterrer plus tard. Dans un milieu où il y a eu un feu, cet oiseau peut en fait voir la mosaïque d'arbres au sol, ce qui lui donnait des repères visuels sur l'endroit où il a déposé ses graines. Et en l'absence de feu, ce qui se passe, c'est que le pain à écorce blanche est supplanté par des espèces qui tolèrent l'ombre. On parle principalement du sapin subalpin et de l'épinette d'Engelmann. Et c'est ce que l'on voit beaucoup aujourd'hui dans les secteurs où il n'y a pas eu de feu depuis longtemps, que ce sont des espèces qui s'installent. Les changements climatiques contribuent aussi sûrement à la situation. Charlie, est-ce qu'il y a des sites particuliers où on a vraiment concentré les activités de plantation après des feux de forêt ou des brûlages dirigés? Je pense qu'il y a environ 7 brûlis différents où on se plantait des semis, des brûlages dirigés et des feux de forêt. Justement là où il y a eu le plus de feux dans le parc national Kootenay. Mais on a aussi planté des arbres dans des brûlis anciens, comme au parc Yoho. Un secteur a brûlé dans les années 70, et je pense qu'il y a des endroits où les possibilités de plantation sont encore bonnes. Les parcs nationaux Kootenay et Yoho ne sont pas les seuls endroits où l'on plante des semis de pin à écorce blanche. En fait, tout le travail accompli par Allison et Charlie s'inscrit dans le cadre d'un effort beaucoup plus vaste visant à sauver le pin à écorce blanche. C'est une belle grande équipe. Il s'agit du Parc national des lacs Waterton, du Parc national de Banff, du Parc national Yoho, du Parc national Kootenay, du Parc national Jasper, du Parc national Mount Revelstoke et du Parc national des Glaciers. Il y a un habitat de pin à écorce blanche dans chacun de nos parcs et on prend des mesures similaires pour contribuer au rétablissement de cette espèce. Entre autres, on ramasse des cônes, on plante des semis dans les parcs, on protège les arbres avec des sacs de phéromones pour éloigner le dendroctone du pin ponderosa. On restaure l'habitat, ce qui comprend les brûlages dirigés et l'éclaircissement mécanique des espèces d'arbres concurrentes dans les habitats du pin à écorce blanche. Est-ce qu'il y a des moyens vrais et authentiques pour le public d'aider cette espèce? Oh, mais bien sûr. Tout d'abord, se familiariser avec l'espèce, se rendre dans les habitats pertinents et prendre le temps d'observer est une excellente façon de commencer. Les observations enregistrées par les applications comme iNaturalist sont très utiles pour obtenir des rapports sur les endroits où se trouvent les pins à écorce blanche. Et si vous pouvez prendre des photos de tout problème de santé que pourrait avoir l'arbre, comme des signes de la présence du dendroctone, du pin ponderosa ou de la rouille vésiculeuse, ou même des cônes, ça nous est très utile. Il y a aussi la possibilité de planter des arbres. Le Parc national des lacs Waterton organise une vaste opération de plantation par des bénévoles. La Whiteberg Pine Ecosystem Foundation pourrait offrir d'autres possibilités de sciences citoyennes. Un grand nombre de personnes travaillent ensemble, indépendamment des organismes, des frontières et des groupes. C'est souvent ce qu'il faut pour aider les espèces en péril. Le groupe qui s'occupe du rétablissement du pain à écorce blanche dans l'ensemble des aires de répartition du Canada. Depuis 2009, nous avons planté 250 000 semis de pin à 5 aiguilles dans les aires de répartition au Canada. Et je dirais que de ce nombre, près de 80 % étaient des pins à écorce blanche. C'est incroyable. On assiste à un véritable élan et de plus en plus de personnes s'intéressent à ce que l'on fait et s'impliquent. On fait aussi plus de sensibilisation au public et d'éducation. J'ai bon espoir que ces espèces perdureront dans les siècles à venir grâce à tous les efforts que nous déployons pour leur rétablissement. Connaissez-vous bien vos ancêtres? Nos origines remontent à ces créatures diverses qui nageaient dans les océans il y a 500 millions d'années, bien avant les dinosaures. Cet été,
Découvrez les fossiles de schiste argileux de Burgess en groupe, dans un cadre agréable et sûr. Vous pourriez admirer la qualité de leurs incroyables préservations. Parc Canada offre 3 randonnées guidées uniques jusqu'au site des fossiles. Visitez parccanada.ca/schiste-Burgess pour en savoir plus et réserver votre prochaine aventure.